Bonjour à tous, bienvenue dans Outre-mer l'info. À la une, la victoire de Félix Mérine et son équipage sur la 37e édition du Tour des Yoles, la 11e victoire de cette icône de la voile traditionnelle martiniquaise. Ses fans l'ont célébré à hauteur de son exploit. Mérine déchaîne les passions tandis que ce Tour des Yoles est plus que jamais ancré dans le cœur des Martiniquais, Siti Daroussi. Des cris de joie, un bain de foule, tous réunis pour fêter la 11e et dernière victoire du Tour des Yoles de Martinique pour Félix Mérine. À 61 ans, il tire sa révérence après avoir dominé la compétition durant plusieurs années, un exemple pour les autres. Un acharné, un passionné, un acharné. C'est-à-dire que pendant 35 ans, il est dans le même état d'esprit. Il ne s'est pas tellement assagi. Il est dans ce qu'il fait. Il est présent à l'écoute de tout ce qu'on a envie qu'il fasse, qu'il puisse faire avancer sa yole. Il faut travailler, il faut venir le mardi, le jeudi, le samedi matin, 3 fois par semaine. Je sais que c'est difficile, je sais que ça demande beaucoup, mais je leur dis, à la fin, vous voyez, on est à l'aise sur l'eau. Comme chaque année, la ferveur populaire était au rendez-vous et pour suivre la course au plus près, il fallait se lever tôt pour trouver un bon spot d'observation. Les yoles sont toutes proches, elles doivent passer en file indienne. Et il y a beaucoup de publicataires, de la ferveur, et donc ça permet de communier quasiment avec les yoles et c'est magnifique, quoi. Il faut être là sur cette étape. C'est génial, les yoles passent tout près, on est à ça de les toucher. Du monde en mer, mais aussi sur les routes, mais pas de quoi gâcher la fête malgré les embouteillages pour ces retardataires. Depuis ce matin, à 7 h, les embouteillages depuis sous le pont. Alors là, je me suis dit non. Pas d'embouteillage aujourd'hui, l'air frais de la mer. J'ai vu plein de monde sur la côte là-bas, donc je me suis dit, je pensais que j'étais le seul à être en retard. Donc là, le monde qui est là-bas tout au long de la rive, donc c'est bon. Cette 37e édition a eu son lot de surprises et d'émotions. Rendez-vous est d'ores et déjà pris pour l'année prochaine. Et dans l'actualité, la place des Amandiers à Cayenne, devenue l'illustration d'une grave crise migratoire. Voilà des mois que des centaines d'hommes, femmes et enfants, pour la plupart demandeurs d'asile, vivent sous des tentes de fortune. Reportage Agathe Tournou. Tentes, déchets, toilettes hors service, la place des Amandiers au cœur de Cayenne se transforme régulièrement en camp de migrants. Aujourd'hui, environ 200 personnes y ont à nouveau élu domicile dans des conditions ultra précaires. Nous avons 2 épidémies en cours qui ont été constatées par l'ARS, l'Agence régionale de la santé, une épidémie de gale et une épidémie de gastro-entérite. Le territoire guyanais subit depuis 2015 des vagues régulières d'immigration clandestine. Alors que les Haïtiens représentaient plus de la moitié des migrants, la donne change à partir de 2020. Désormais, ce sont des réfugiés venus de Syrie, d'Afghanistan, encore du Sahara occidental qui, face à la fermeture des frontières européennes, s'envolent vers le Brésil pour atteindre la Guyane. En 2019, ils représentaient 8% des demandeurs d'asile sur ce territoire, un pourcentage qui passe à 30% l'an dernier. Les conditions d'accueil ne suivent pas. Personne n'a envie de rester ici. Nous aimerions être dans un meilleur endroit, plus adapté, avoir accès à l'eau, avoir accès aux toilettes, pouvoir répondre à nos besoins sanitaires, parce qu'ici, il y a beaucoup de problèmes. Au premier trimestre 2023, près de 1700 demandes d'asile ont été déposées en Guyane, soit plus de la moitié du chiffre de toute l'année 2022. Alors que le projet de loi sur l'immigration doit être examiné à l'automne par le Parlement, les élus guyanais dénoncent l'inertie du gouvernement. Pour l'instant, il n'y a pas encore de réponse formalisée en termes de dispositifs pour accueillir à Cayenne ceux qui arrivent de Saint-Georges-de-l'Oyapock. Symbole des limites du système, le centre La Verdure à Cayenne. Officiellement 18 places accueillent 60 personnes dans des conditions extrêmes. Les associations demandent l'ouverture d'un CADA, centre d'accueil des demandeurs d'asile, une structure inexistante en Outre-mer. On reparle du nickel après les heurts de la semaine dernière autour d'une usine à Nouméa. 2 auteurs présumés des violences survenues devant la SLN ont été placés en détention provisoire. Les prévenus âgés de 28 et 65 ans seront jugés ce mardi en comparution immédiate. En attendant, dans les usines, c'est un virage qui se profile, un changement incontournable compte tenu du rapport gouvernemental alarmant sur l'avenir de ce précieux métal. Devweu Nasson. Prony Resources n'a pas attendu le rapport de l'inspection générale des finances pour se tourner vers le marché du nickel pour batteries électriques. Depuis le changement de son business plan en 2020,
l'industriel table sur une production annuelle de 36 000 tonnes de NHC. Mais pour l'heure, l'usine n'est pas rentable, concède l'industriel. À court terme, effectivement, on va continuer à travailler sur la maîtrise de nos coûts et sur des possibles soutiens. On y travaille avec nos partenaires. À moyen et plus long terme, ça sera être capable de produire au-delà des 40 000 tonnes, être capable aussi de réduire la facture énergétique avec une énergie décarbonée, on en a parlé dans le rapport de l'IGF. Et le dernier point, je pense que c'est regarder les opportunités qui permettent de maximiser les revenus dans un contexte économique qui est difficile avec les questions qui tournent autour de l'exportation de minerais. Si la stratégie industrielle de Prony Resources est connue de tous concernant les batteries électriques, celle de Koniambo Nickel est encore confidentielle. Contacté par téléphone, l'industriel nous a confirmé qu'il se prépare à se tourner également vers le marché des batteries électriques. Nous avons donc utilisé la possibilité de construire une installation de production de maths ici à Koniambo Nickel. Tout comme nous avons réalisé un test de transformation d'environ 4000 tonnes de nickel contenu en maths dans une autre opération de Glencore au Canada. Dans son discours Place des Cocotiers, le chef de l'État a réaffirmé que le nickel calédonien est une ressource stratégique majeure pour la France et l'Europe et d'ajouter que le nickel doit pouvoir être pris en compte dans la législation européenne sur les matières premières critiques. Au mondial de football, J-1 pour l'équipe de France. Demain, les coéquipières de Wendy Renard affronteront le Maroc en 8e de finale. Les Bleus n'auront pas droit à l'erreur face à des adversaires qui se livreront sans compter. Nos envoyés spéciaux, Martin Charmasson, Christian Vavenec. La Martiniquaise Wendy Renard est une capitaine reposée, comme la buteuse Eugénie Le Sommer. Toutes deux ont été mises au repos lors du dernier match face au Panama. Les leaders sont en forme. Je me sens très bien et forcément que ça m'a permis de très bien récupérer. Et là, ça nous laisse aussi du temps pour bien préparer ce match. Donc le coach a pu faire jouer d'autres joueuses et c'est important aussi par rapport au groupe parce qu'on gagne avec tout le groupe et chacune aura sa carte à jouer et aura quelque chose à amener à l'équipe. C'est ce qu'on a su faire sur les 3 premiers matchs. À surveiller quand même, Grace Gueyoro, pièce importante du milieu de terrain. Titulaire à chaque rencontre du mondial, elle n'a effectué que des footings ces derniers jours. Des tricolores concentrés sur une future échéance particulière, notamment pour la latérale Karchaoui, dont les parents sont marocains. L'équipe de France, elle, a emmagasiné de la confiance en donnant du temps de jeu à de nombreux éléments, comme les Guadeloupéennes Estelle Cascarino, titulaire, et Lorina Fazer, rentrée en cours de jeu face au Panama. Un groupe bien préparé pour la phase finale. Ce match France-Maroc, il se jouera mardi à Adélaïde, dans la plus petite enceinte de la Coupe du Monde, le Inmar Stadium qui est juste derrière nous. Un stade de 18 500 places de capacité, mais 13 000 places assises. Et la FIFA impose que les supporters soient assis pour cette rencontre. L'équipe de France a remporté ses 2 derniers 8e de finale en Coupe du Monde. 3-0 contre la Corée du Sud en 2015 et 2-1 face au Brésil il y a 4 ans. Une bonne nouvelle avec cette performance remarquable en escalade du Guyanais Michael Mawen. À 33 ans, il devient le premier Français champion du monde de bloc. De bon augure avant les Jeux Olympiques de Paris. Fin de ce journal. Merci de votre fidélité. On se quitte sur ces belles images de surf avec l'étrial de Chisadeo, Tahiti Pro. Admirez la beauté de ce plan d'eau de Teahupo'o où se tiendra l'épreuve de surf des JO. À demain.